Chers collègues, j'ai le plaisir de vous saluer tous. Je m'appelle Sushensov Andrei, je suis doyen de la faculté des relations internationales du MGIMO. Nous sommes aujourd'hui au milieu de notre série de conférences consacrée à la crise ukrainienne et nous tenons aujourd'hui une discussion d'experts, américanistes éminents russes et spécialistes des questions euro-atlantiques. Nous allons discuter en détail les stratégies américaines et otaniennes dans la crise actuelle. Обсуждать мы сегодня будем предметно стратегии США и НАТО в украинском кризисе. Мы надеемся также обсудить сценарии. Nous discuterons également le développement possible des relations entre les différents membres de l'OTAN et la Russie tenteront de voir à quel point ce bloc est aujourd'hui monolithique, unanime dans ses relations avec notre pays et quel horizon temporel ces principaux pays envisagent pour la crise actuelle en planifiant leur politique étrangère. L'un de nos invités est Safranchuk Ivan, directeur du Centre d'études eurasiennes de l'Institut d'études internationales du MGIMO et auteur de nombreuses publications sur la politique étrangère américaine et les relations russo-américaines. Il a une grande expérience et de nombreux contacts internationaux dans ce domaine et partage souvent ses idées et observations dans les principales revues nationales. Je recommande à tous sa récente interview à la revue Expert de 8 mars où il parle entre autres de l'horizon temporel de la crise actuelle. Suchkov Maxime, directeur de l'Institut d'études internationales et homme de renommée internationale, spécialiste de la politique étrangère américaine, qui a lancé une série de discussions importantes et maintenant l'Institut participe activement à la recherche d'idées sur le nouvel environnement international où notre pays s'est retrouvé après le 24 février. По поводу новой международной среды, в которой наша страна оказалась после 24 февраля. Я буду сегодня выступать модератором дискуссии, но также буду делиться собственными наблюдениями по поводу происходящего. Je vais modérer les discussions d'aujourd'hui ainsi que partager mes propres observations sur les événements actuels. En général, ce sera une conversation, une discussion d'experts, car c'est dans ce format que nous travaillons le plus souvent. Nous espérons que le résultat de cette réunion d'aujourd'hui sera de bonnes observations et idées utiles aux participants et spectateurs. Я хотел бы задать первый вопрос обоим участникам дискуссии, который носит следующий характер. Je voudrais poser ma première question aux intervenants. Dans toute situation, il est important d'établir tout d'abord la composition des acteurs. Dans les médias, la communauté analytique russe, les États-Unis et l'OTAN sont souvent perçus comme un seul acteur politique, une entité indivise avec un certain point de vue commun, une entité monolithique au sein de laquelle les désaccords ne surviennent que rarement. L'étape numéro 1 de toute opération analytique, c'est de classifier l'acteur, établir la distance entre ces différentes parties qu'on rétablit et réanalyse plus tard. Même si l'acteur est au début de la situation, il peut ne pas l'être au milieu de la situation et son unité peut être complètement détruite vers sa fin. В начале ситуации он может быть не столь един в середине ситуации, и его единство может совсем пошатнуться в конце. Поэтому мой первый вопрос обоим спикерам, я, наверное... Donc, ma première question est la suivante. Dans quelle mesure cet acteur est-il un maintenant? Et s'il ne l'est pas, alors de quelle partie se compose-t-il? Et même s'il est un, quelle est sa structure et pourquoi nous est-il important de le savoir? Et est-il vraiment important de le savoir? Peut-être que les observateurs médiatiques, au contraire, ont raison de tout discuter sans ambiguïté et nous n'avons vraiment pas besoin de toutes ces subtilités.
Добрый день. Я рад присутствовать на Bonjour, je suis très heureux de participer à encore un événement dans le cadre de ce projet. зрелой фазе Quant à votre question, de mon point de vue, le проекта. principal acteur qui nous oppose Что касается n'est même pas вопроса une entité содержания, nationale, с c'est моей ce qu'on точки appelle зрения, l'État главный субъект, profond ou l'établissement который américain. действует на противоположной стороне, это даже не какой-то национальный субъект, а это так называемое глубинное государство или американский истеблишмент. Вот это центральный действующий игрок. Другое дело, что C'est l'acteur вот central. это Cet État profond, ou pour employer un autre terme plus traditionnel, l'établissement américain, dispose d'un soutien international. La logique de ces actions est plus ou moins la même que celle d'une secte. И логика действия этого субъекта, она примерно такая, как у секты. Они сейчас построены, вот этот субъект, он, что его выкристаллизовывает, вот что является его квинтэссенцией, почему он является самостоятельным. Он является носителем не столько Qu'est-ce que le определенных structure? интересов, Quelle est сколько sa quintessence? Pourquoi est-il определенного indépendant? мировоззрения. Il n'est pas tant le porteur de certains intérêts que d'une certaine vision du monde dont un nombre d'acteurs fait le business, par exemple le complexe militaire industriel, le système financier international, avancement professionnel personnel et ainsi de suite. Глобальная финансовая архитектура, политический бизнес, то есть личные, например, политические карьеры, продвижение по службе и так далее, и так далее. То есть это такая секта очень зрелая. Ну, секта я говорю не в уничижительном плане. Cette secte est très mature. Ce n'est pas de manière péjorative que j'utilise le mot secte. Ce n'est pas une épithète, seulement une caractéristique de leur façon d'agir. Je veux souligner qu'ils sont assez exclusifs, c'est-à-dire il leur est difficile d'accepter quelque chose de différent, de s'adapter. В определенном смысле их сила, они не дают себя размыть. Вот они свое ядро сохраняют. Но, с другой стороны, Dans un sens, c'est leur force, ils ne se laissent pas diluer. D'autre part, c'est leur faiblesse, car l'environnement change très rapidement et ils s'adaptent à cet environnement beaucoup plus lentement qu'ils ne le devraient. Главная их реакция устоять перед вызовами среды – это еще большая консолидация. Ainsi, leur principale réaction aux défis extérieurs est de se consolider davantage, ce qui les rend plus forts pour le moment, mais compromet leur survie à long terme. Comme nous le savons, le manque de flexibilité accroît souvent la fragilité. Этот субъект имеет и свои, как я уже сказал, слабые черты, но имеет сильные черты. Этот субъект неплохо контролирует международное информационное пространство, и поэтому он неплохо контролирует то, что называется международный narratif. Comme je l'ai dit, cet acteur politique a ses propres points faibles, mais aussi ses points forts. Il contrôle assez bien l'espace informationnel international et donc il contrôle ce qu'on appelle le récit international. Au sein de l'Occident, s'exprimer contre lui peut compromettre la carrière, la réputation et ainsi de suite. Quelle que soit la carrière, elle peut être brisée à son début si l'on entre en conflit avec lui et même les éminents peuvent être complètement marginalisés s'ils disputent trop. Il est clair qu'il y a beaucoup plus d'acteurs du côté de cette secte que de ses membres proprement dits, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les membres de l'OTAN qui font partie de l'État profond, mais personne d'entre eux ne peut s'opposer à lui. Я считаю, что уже четвертый президент подряд американский пытается сломать
Je crois que Joe Biden est le quatrième président américain défilé qui tente de casser les reins à l'establishment américain. Cela a commencé avec George W. Bush qui faisait campagne un temps anti-establishment, puis c'était Obama, puis Trump. Tous ces trois présidents sont arrivés à la Maison-Blanche sous des slogans tels que « Nous apporterons de nouvelles idées et mettrons de l'ordre dans ce nid de guêpes à Washington, car les responsables de politique étrangère négligent les intérêts nationaux et nous mènent sur une mauvaise voie. » C'était le cas pour les campagnes de Bush et Obama qui a promis un grand changement dans la politique intérieure et étrangère, et Trump le disait aussi. Mais tous ces trois présidents se sont cassés les dents sur l'establishment, voulant, au lieu de s'impliquer dans des guerres, se concentrer sur quelque chose d'important, que ce soit l'agenda extérieur ou étranger. Ils ont tous, à l'exception de Trump, fini par commencer de nouvelles guerres. Quant à Trump, il n'a pas réussi à mettre fin à la guerre afghane qu'il voulait terminer. On ne lui a pas permis non plus de retirer les troupes de la Syrie. On s'attendait donc à ce que le mandat de Biden, homme dont toute la carrière s'était déroulée à Washington et qui appartient sans aucun doute à l'establishment, soit la revanche de ce dernier. И многие ждали, что вот, ну, все, это реванш истеблишмента. Я немножко с этой точки зрения не согласен. Я считаю, что как раз Байден решил дать бой истеблишменту. Je n'en suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'au contraire, Biden a décidé de combattre l'establishment de l'intérieur. Le retrait des troupes d'Afghanistan est devenu une véritable confrontation avec l'establishment, qui exigeait qu'elles restent ou même saboter le retrait. La façon chaotique dont ce dernier s'est déroulé est ainsi en grande partie la faute de l'establishment, qui voulait démontrer au président que sa décision était erronée. Но, по всей видимости, вот дальше, после Афганистана, Байден не решился идти в этом своем курсе на закрытие тупиковых вариантов американской внешней политики. По всей видимости, ну, я так сейчас считаю. Après quoi, apparemment, Biden n'a pas osé persister dans cette voie de sortie des impasses de la politique étrangère américaine. Les informations disponibles semblent indiquer que ce retrait si pénible l'avait convaincu que la crédibilité était un capital en soi qu'on ne devrait pas mener. Все вот эти последние, не знаю, лет 10, вообще ключевое слово внутри США при принятии внешнеполитических решений – это credibility. Если не верите мне, почитайте. Ces 10 dernières années, la crédibilité était aux États-Unis le mot-clé pour prendre des décisions de politique étrangère. Si vous ne le croyez pas, lisez l'interview donnée par Obama à The Atlantic en 2016 où il dit à peu près ceci. Les gens venaient sans cesse me dire qu'on ne pouvait pas ne pas faire la guerre. Libéraux ou conservateurs, ils avaient tous la même chose en tête. Si l'on ne tape pas sur quelqu'un et n'envoie pas de troupes quelque part, on sapera la crédibilité américaine. Если мы по кому-то не жахнем, не введем куда-то войска, мы подорвем credibility Америки. Вот как в данном случае привести даже слово credibility? Вот как его правильно перевести, чтобы передать это значение? Ну, авторитет не передает в полной мере. Comment véhiculer le sens du mot crédibilité? Un des personnages du livre de la jungle de Rudyard Kipling s'appelle Akela. C'est un vieux chef des loups qui sait qu'il sera déchu s'il rate son gibier. C'est cela la crédibilité. И я был, ну, то интервью многие посчитали
таким расплывчатым, и что Обама попытался Plusieurs ont jugé que cette interview d'Obama était vague et évitait les sujets sensibles. De mon point de vue, cependant, il a dit la vérité absolue. Le grand problème est qu'on est obligé de tout le temps maintenir sa crédibilité. Le principal acteur ici est donc l'establishment américain et les cercles concentriques de ses partenaires internationaux. Почему, тем не менее, важно знать какие-то зазоры внутри, не внутри этого establishment. Вот там Pourquoi est-il important de connaître les lacunes, non seulement au sein de cette secte, mais parmi ses non-membres qui agissent sous sa direction? Il semble nécessaire de parler avec eux pour pouvoir évaluer leurs états actuels. Потому что это создает возможность, ну, как-то оценивать, кто в каком находится состоянии. Вот с этой точки зрения с ними нужно разговаривать. Можно ли с ними сейчас разговаривать, чтобы о чем-то договориться? Нет. Я уверен, что сейчас никакие договоренности не нужны. Секта это ни на какие договоренности не пойдет. Et ce n'est que pour cela qu'on devrait le faire, car dialoguer avec eux pour s'entendre sur quelque chose n'est pas possible maintenant. La secte n'accepterait aucun arrangement, tandis que ses non-membres n'ont pas le pouvoir de négocier pour eux-mêmes et encore moins pour elles. Mais ils sont prêts à exprimer leur point de vue et échanger des opinions. Merci, je voudrais poser la même question à Maxime. Faut-il prendre en compte la distance entre les différents membres de l'OTAN? Au sein de l'Alliance, il y a un débat implicite. L'unité otanienne a des nuances, la position particulière de la Hongrie, l'autonomie absolue de la Turquie, l'Allemagne qui, d'une part, aspire au leadership dans la confrontation avec la Russie et de l'autre dit parfois que le monde de l'avenir est multipolaire et la Russie est un acteur important. Что единство, хотя и обозначается, но имеет разные оттенки. Особая позиция Венгрии, абсолютно автономная позиция Турции, Германия, которая... Faut-il étudier ces aspects maintenant ou sont-ils au contraire secondaires parce que dans une dizaine d'années, l'UE ne sera plus un acteur autonome et il faut donc la considérer comme l'équivalent absolu de l'OTAN et en conséquence un bloc militaire hostile avec lequel aucun rapprochement n'est possible. Нам нужно их рассматривать как полный эквивалент НАТО, а соответственно враждебный военный блок, в отношении которого мы не можем себе позволить никакого сближения. Спасибо большое, во-первых, за саму инициативу проведения подобных бесед. Я думаю, это очень полезно и в нынешней ситуации, в принципе, для наших студентов. И, во-вторых, спасибо за приглашение к этой... André, merci beaucoup pour l'invitation à cet événement. Il me semble que l'image de l'OTAN comme synonyme des États-Unis est justifiée par le fait qu'ils sont le principal pays donateur de cette organisation. В 2015 году самые были такие впечатляющие цифры, что бюджет НАТО был 292 миллиарда, из них 641 миллиард давали Соединенные Штаты. То есть очевидно, как бы кто правит бал в организации. Но, предположим, я бы немного чуть другим путем пошел, чем Иван Алексеевич, поскольку у нас преимущественно студенческая аудитория. Предположим, мы не знаем, кто главные действующие субъекты. Да? Пытаемся это выяснить. Supposons que nous ne sachions pas qui est l'acteur principal. Essayons de le comprendre comme si c'était un vieux film photographique. Mettons-le dans plusieurs solutions pour qu'une image apparaisse. Dans les années 80 et 90 qui ont vu la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, les discussions entre les membres de l'OTAN étaient assez intéressantes. Il y avait trois principales visions de l'Alliance à ce moment-là.
En premier lieu, celle promue par Moscou. L'OTAN doit reposer en paix, à l'instar du pacte de Varsovie, parce que le nouveau système de sécurité pan-européen se formera sur la base du Conseil pour la coopération et la sécurité en Europe. Car autrement, il n'est pas clair pourquoi on a trouvé les arrangements fait des réformes internes russes. En second lieu, la vieille Europe, notamment la France, a déclaré que l'OTAN devrait rester en place, mais que l'UE devrait prédominer. Европейский Союз, паневропейские институты безопасности с чуть меньшим участием Соединенных Штатов. И третий образ НАТО, который продвигали британцы и американцы, это то, что, собственно, НАТО... En troisième lieu, la vision promue par les Britanniques et Américains, c'est-à-dire dans le nouvel environnement international, on a toujours besoin de l'OTAN, mais elle devrait être relancée. Il était évident que pour les États-Unis, l'alliance était avant tout le moyen de maintenir leur influence politico-militaire sur les Européens. В принципе, внутри Америки крупнейшими адвокатами того, что да, и, собственно, на фоне этой дискуссии было три основных идеи. Первое, значит, НАТО продолжает существовать. Trois opinions existent sur cette relance de l'OTAN. Premièrement, l'Alliance continue d'exister ayant subi une relance. Il y a eu plusieurs élargissements otaniens et on a été obligé de choisir entre ce purement fonctionnel et géographique. C'est-à-dire, on ne modifie que les fonctions de l'Alliance, les adaptant à l'absence d'un adversaire géopolitique tel que l'URSS, ou bien on s'étend géographiquement. Dans ce dernier cas, cette communauté de sécurité devient également celle de citoyenneté, c'est-à-dire qu'on renforce sa composante idéologique comme si tous les pays voulaient la rejoindre. C'est pourquoi l'un des contre-arguments de l'OTAN, c'était que ce n'était pas elle qui s'élargissait vers l'Est, mais c'était l'Est qui voulait rejoindre l'Ouest. Deuxièmement, car l'OTAN s'était concentré sur le confinement de l'URSS. Maintenant que cette dernière n'existe plus, l'Alliance doit se dissoudre, remplacée par une nouvelle structure de sécurité. Troisièmement, au lieu de mettre en place une structure de sécurité collective, on peut renforcer la sécurité par des partenariats bilatéraux. Cependant, il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait pas seulement de sécurité, parce qu'en 1994, Clinton a déclaré que la question n'était pas de savoir si l'OTAN admettait de nouveaux membres, mais comment et quand cela se produirait. C'est-à-dire, dès la première moitié des années 90, l'establishment américain a compris que l'OTAN devrait être préservé et il fallait juste savoir le vendre. Il y avait trois moteurs de cela aux États-Unis. Le premier était l'aile expansionniste de l'establishment, qui, à la fin des années 90, plaidait pour les bombardements de la Yougoslavie et dans les années 2000 pour les opérations en Irak et en Afghanistan. Le deuxième moteur était les lobbyistes du complexe militaire industriel et le troisième, le lobby de l'Europe de l'Est, qui déclarait que si l'on n'admettait pas ces pays dans l'Alliance, les mettant sous le parapluie nucléaire américain, un soulèvement pro-russe les engloutirait. Je suis d'accord ici que les États-Unis sont l'entité dominante de l'OTAN et imposent leur volonté aux autres. Ce qui ne signifie pas cependant que les autres n'ont pas leur propre vision de ce que l'OTAN devrait faire. Les États-Unis se concentrent sur le pouvoir et l'influence, tandis que les acteurs moyens ou faibles privilégient la sécurité. Pour les Américains, l'essentiel est de maintenir leur présence politique-militaire en Europe, alors que pour l'Europe occidentale, c'est un moyen d'accroître sa propre influence. Если для американцев, как я уже сказал, что главным фактором было сохранение своего военно-политического присутствия в Европе,
А для других вот, держав западноевропейских, например, государств, это был способ нарастить какое-то собственное влияние, потому что когда дошел вопрос до того, кого принимать в первую волну, вот мы сегодня знаем, что да, там Польша, Чехия, но тогда, например, турки активно ратовали за то, чтобы Босния туда вступила первая. То есть, очевидно, попытка протолкнуть... Lors de la première vague d'élargissement, les Turcs, désireux de promouvoir leurs intérêts au sein de l'OTAN, plaidaient pour l'admission de la Bosnie-Herzégovine. Les Italiens préconisaient l'entrée de la Slovénie. Et tout le monde faisait appel au même argument. Si nous voulons la sécurité, prenons-en. Mais la logique anglo-saxonne l'a tout de même importé. Faut-il étudier ces divergences? Je pense que oui, même si nous ne pouvons pas en profiter pour le moment. То понимание вот этих нюансов, и это важно, потому что в конце концов для любого государства, которое вступает в такую организацию, важен баланс того, что оно получает и что оно дает. И вопрос, который вот часто там про Ньюта Гингрича вспоминают, да, что мы не будем воевать за пригород Санкт-Петербурга, когда он там про Эстонию, да, по-моему, говорил. Но этот вопрос задают все те же, вот, которых вы уже упомянули. Да, и венгры не понимают, а зачем им там за кого-то воевать и так далее. Поэтому периодически возникают вот эти вопросы о расширении миссий, которые как будто необходимы. De temps en temps, on discute l'élargissement fonctionnel de l'OTAN. Comme le disent les États-Unis, nous ne sommes pas seulement contre la Russie, mais aussi contre le terrorisme. On a essayé également de se réorienter contre la Chine, mais les intérêts individuels des pays membres ont prévalu ici. натовцев, там все-таки экономические, технологические интересы некоторых отдельных членов НАТО возобладали. Поэтому вот мне кажется, отвечая на ваш вопрос, доминирующий все-таки актор — это Соединенные Штаты и конкретно вот l'acteur dominant est les États-Unis, plus précisément cet état profond dont Ivan vient de parler. Mais l'étude des divergences internes est importante aussi. В каком-то этапе эта целостность все равно должна быть. И вот Иван Алексеевич сказал слово credibility, я бы еще в наш вокабуляр ввел слово... À la crédibilité évoquée par Ivan, je voudrais ajouter la notion de legitimacy. Les Américains y font appel lorsqu'ils ne parviennent pas à obtenir la légitimation de leurs actions au Conseil de sécurité et tentent de la puiser dans des organes collectifs. Чтобы там черпать эту легитимацию для своих действий. То есть вот яркий пример, та же самая La Syrie en est un excellent exemple qui a autorisé la présence américaine sur son sol. Il n'y a pas de mandat de Conseil de sécurité ou même de décision du Congrès, tandis qu'ils prétendent s'appuyer sur une coalition de 70 pays. Peut-être que la Finlande y a envoyé un chien démineur et l'Estonie un infirmier. Nominalement, oui, c'est le cas, mais il est clair qui en est le moteur principal. Драйвером выступает всего этого. Спасибо большое за это пояснение. Я, может быть, вопрос снова бы вам адресовал в отношении целей этих субъектов. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question sur les objectifs de tous ces acteurs. Spécialistes d'analyse appliquée distinguent entre les objectifs vitaux pour lesquels un pays est prêt à faire la guerre et les objectifs secondaires. Sur les premiers, on peut négocier, tandis que les seconds sont sacrifiables. По поводу основных целей, основной важности возможен диалог, переговоры, интересы второстепенные, вполне ими можно пожертвовать в обмен на что-то, как уступку. И вот рассуждая в интересной дихотомии, в которой в общем каркасе главным интересом, главной целью США является поддержание своего влияния, да, через силу, тогда как у союзников НАТО скорее акцентирована потребность в безопасности, да, возможно, только среди членов НАТО... Dans le cadre de cette dichotomie entre les États-Unis qui tentent de maintenir leur influence par la force et leurs alliés otaniens qui se préoccupent de la sécurité, peut-être que les seuls pays tâchant d'accroître leur influence sont la Turquie et la Grande-Bretagne, qui prétend être une Grande-Bretagne globale, ce qui explique son activisme excessif dans la crise ukrainienne.
сейчас воспроизводим подвиг наших далеких предков и так далее, и так далее. Вот если анализировать цели разных субъектов внутри НАТО, то нет ли... Si nous analysons les objectifs des différents acteurs otaniens, peuvent-ils surgir des divergences si la sécurité estonienne ou finlandaise entre en conflit avec l'aspiration américaine à l'influence? Не перенапряжется ли американская сила, да, американский потенциал? Le potentiel américain ne sera-t-il surexploité? Y a-t-il une distance entre les objectifs des différents acteurs? Всеми рассматриваться как хромоногие, как близорукие. Вот есть ли здесь потенциальная дистанция в целях, которые обозначают разные субъекты? Было у нас мероприятие, я не помню, Иван Алексеевич был или нет на нем, с Рябковым на Валдае некоторое время назад. Помните, где еще до начала, это в начале января, по-моему, было, где он сказал, что мы вот нашими гарантиями безопасности, которые мы положили на стол в декабре, хотели сделать... Depuis janvier, au club Valdai, Sergei Rabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, a dit qu'avec les propositions concernant les garanties de sécurité, on voulait tester les Américains pour découvrir leurs vraies intentions. Dans le cadre de ce débat au sein de l'élite politique sur ce que veulent vraiment les Américains, il y avait trois principales visions que les Américains tentaient de nous imposer. Сами американцы в этом пытались нас как-то убедить на протяжении 3 десятилетий. Первый нарратив, ну, условно назовем его «Школа Бжезинского». Да? Известная есть книжка. La première, appelons-la l'école Brzezinski. Dans un de ses livres, il note qu'il faut que l'Ukraine soit un État tampon qui coupe la Russie de l'Europe et en fait un pays asiatique et non pas eurasien. Il est donc nécessaire de travailler avec l'Ukraine, préférablement sur une base nationaliste pour en créer l'anti-Russie. Beaucoup de politiciens et analystes pensaient que c'était la vraie intention américaine, géopolitique pure et confinement de la Russie à l'aide d'un État tampon hostile. La deuxième vision, appelons la superpuissance en pilotage automatique. Les Américains disent souvent « l'Ukraine n'est pas importante pour nous ». Dans les années 90, nous nous concentrions sur la conquête de nouveaux marchés ouverts par la mondialisation, alors qu'en Europe, nous agissions par inertie. Quant à l'élargissement otanien, nous pouvons se le permettre. Tandis qu'un État avec un PIB inférieur à celui de la Californie ne peut pas agir en grande puissance et nous contredire. Résignez-vous et nous continuerons comme bon nous semble. La troisième vision, superpuissance externalisée, c'est-à-dire nous n'avons pas le temps de nous occuper sérieusement de l'Europe, que les États ayant une longue expérience avec la Russie nous disent comment agir ici. Certes, cette expérience est négative, donc les Polonais et les pays baltes savent mieux comment vous contenir et ils le dicteront au reste des Européens. И вот они будут диктовать остальным государствам там, внутри НАТО, западноевропейцам, как быть. И, собственно, российские вот предложения по гарантиям безопасности в декабре, они, на мой взгляд, C'est pourquoi les propositions russes avancées en décembre étaient un test décisif pour savoir quelle stratégie et intérêt américain dominaient. Après tout, si vous dites que vous avez besoin de la Chine tandis qu'en Europe vous voulez vous débarrasser d'un grand nombre d'obligations, alors voici les documents concrets, parlons-en. Le refus américain de donner ces garanties de sécurité a démontré qu'on ne s'en irait. Qui plus est, on a alloué environ 60 milliards de dollars à l'Ukraine. À titre de comparaison, le budget militaire russe est environ 66 milliards. Comment cela s'articule-t-il avec l'idée que l'Ukraine n'est pas importante pour les États-Unis? La vérité est, il ne s'agit pas de l'Ukraine, mais de maintenir la domination américaine dans le système international. Только так, что это действительно не про Украину, а про поддержание собственного как бы места доминирующего в нынешней системе.
И, собственно, американцы, если они готовы идти вот на такой вот шаг, на выделение таких средств, L'allocation de tels fonds, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer pour préserver leur place dans cette hiérarchie après avoir échoué en Afghanistan, Syrie et Irak. В ситуации, когда многим кажется, что они уже один раз промахнулись, в том числе в Афганистане, да, например, или, может быть, до этого в Сирии, или, может быть, до этого в Ираке. Много раз, в общем, промахнулись. Я считаю, что вывод, на мой взгляд, в интересах Соединенных Штатов из Афганистана в том виде, как его Байден. Je crois que le retrait des troupes d'Afghanistan est dans l'intérêt des États-Unis. Cependant, vu sa perception générale que les choses vont plutôt mal, ils ne peuvent pas échouer encore une fois en Ukraine. Ici, bien sûr, les intérêts d'influence et pouvoir entrent en conflit avec ceux plus terre-à-terre, les intérêts sécuritaires. Которые входят, конечно, в клинч с интересами более приземленными, интересами безопасности. По большому счету, все, кто вступал в НАТО, вот с момента его Dans l'ensemble, les pays qui ont rejoint l'OTAN en citent 4 principales raisons. Premièrement, la modernisation de l'armée, c'est-à-dire que pour rejoindre l'Alliance, il faut disposer d'une armée professionnelle moderne. Deuxièmement, la stabilité régionale, parce qu'on croit exclure ainsi la possibilité d'être envahi et donc on croit stabiliser toute la région. Troisièmement, le renforcement des capacités de défense nationale, ce qui est en corrélation avec le premier point. Et quatrièmement, le développement économique sûr et les investissements étrangers. Mais la situation actuelle montre que sur pratiquement tous ces points, les pays n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Gonflés d'armes, ils ne deviennent pas forcément plus stables. Ce qu'elles obtiennent en termes de sécurité n'est donc clair si ce ne sont pas de nouvelles dépenses. Это вопрос, собственно, который мы, конечно, видим некую статистику, потому что 75% финнов за то, что вступило. Во-первых, есть вопросы к этой статистике, а во-вторых, что конкретно получают вот, в плане безопасности. Un de mes collègues travaillant au ministère de la Défense a plaisanté que, sur fond d'un grave ralentissement économique et crise alimentaire, le dirigeant allemand, disposant de fonds très limités, décide de le dépenser à l'armée et multiplie par 4 les dépenses militaires. Mais cet ordre de priorité est-il correct dans les conditions actuelles? Merci Ivan. Il est clair que les objectifs de la secte et sa périphérie, ainsi que leur stratégie de survie diffèrent. Êtes-vous d'accord que la distance entre les objectifs américains et les objectifs de tous, sauf la Turquie, est secondaire maintenant et le restera dans les prochaines années? Но вот вы можете согласиться с тем, что, условно говоря, дистанция между целями Соединенных Штатов и целями всех, может быть, кроме Турции, всех стран НАТО, кроме Турции, они второстепенны сейчас. И на горизонте ближайших нескольких лет будут второстепенны. Je pose cette question sans détour car toute planification étatique à long terme pour au moins 3 ans implique d'établir un budget pour cette période. С этой позиции отнеслись к этому вопросу? Микрофон. Есть разные драматургические приемы, которые используются в литературе или в кинематографе или в Il existe différentes techniques dramatiques utilisées dans la littérature, cinéma ou théâtre. L'une, par exemple, est qu'on ne sait pas comment tout finit, mais observe le cours des événements. Il y a aussi une technique inverse, on sait le dénouement, tandis que le film explique comment on y était arrivé. Par exemple, tout le monde s'est entretué et puis on montre quelle en était la raison.
Pour répondre à votre question, il faut employer la deuxième approche. Bref, oui, il y a des divergences, mais je ne dirais pas que ce sont les divergences des objectifs. L'écart dans la capacité à les atteindre me paraît plus important. C'est pourquoi la Turquie diffère de la France, Allemagne et autres acteurs périphériques. Игроков, находящихся на периферии этой секты. Теперь вот сказав этот ответ, я чуть-чуть объясню логику, которая за этим стоит. Первое, с моей точки зрения, есть... Maintenant que j'ai dit la réponse, je vais expliquer la logique que la sous-tend. Tout d'abord, dans la secte, il y a aussi des divergences. Au sein de l'établissement politique, en ce qui concerne la Russie, il existe deux principales écoles de pensée. La première, celle des sceptiques, et la seconde, celle des alarmistes. Les premiers pensent que la Russie, enfermée dans une impasse historique, est en déclin. Jusqu'à récemment, ils voulaient gérer ce déclin, c'est-à-dire introduire un régime sanitaire doux pour qu'elle n'infecte personne. Чтобы, так сказать, Россия никого вокруг не заражала, и так далее, и так далее. В общем, эта секта, вернее, эта фракция, она немножко изменила свою точку зрения в последние годы. Ну, вернее, существенно изменила. Они теперь считают, что санитарный кордон должен быть... Cette faction a considérablement changé son point de vue ces dernières années. Ils estiment maintenant que ce régime sanitaire doit être strict pour que rien ne s'infiltre en Russie ou en provenance d'elle. Par conséquent, la politique d'isolement en cours leur semble tout à fait justifiée. Ce n'est plus une sanction, c'est une vraie tentative d'isolement. Ils pensent que ce déclin russe a pris un cours dangereux. Ils croyaient autrefois que cela se ferait de manière sûre, ils nous enterreraient un jour avec ou sans honneur et tout irait bien. Mais maintenant que tout se passe de manière dangereuse, il faut rapprocher ce déclin. La seconde faction au sein de l'établissement sont les alarmistes qui croient exactement le contraire. Ils disent quel déclin. Peut-être qu'un jour la Russie s'effondrera, mais quand, on ne le sait pas. Pour le moment, il ne fait que se renforcer dans tous les domaines importants pour la politique réelle. Au lieu de gérer son déclin, il faut donc saper sa montée en puissance. Il y avait également la troisième faction, jusqu'à récemment importante, celle des réalistes qui disaient « Peu importe que la Russie décline ou se renforce, il y a des domaines où il est dangereux de l'affronter ouvertement, donc là, il faut négocier et nous, réalistes, savons le faire. » невыгодные, то взаимоудовлетворительные размены. Вот в последние годы эта фракция реалистов, она полностью пришла в упадок. Бал правят скептики и алармисты. Cette faction a atteint son déclin total ces dernières années. Ce sont les sceptiques et les alarmistes qui règnent en maître maintenant. Malgré leur désaccord sur si nous devenons plus forts ou faibles, ils partagent la conviction qu'il est urgent de faire quelque chose à ce sujet. Очень сильно слились. А всех, кто хочет достигать каких-то, пусть временных, но взаимных... Sur cette base, ils ont fusionné. Quant à ceux qui veulent chercher des solutions mutuellement satisfaisantes, ils ont été complètement discrédités et ne peuvent rien faire. La priorité numéro 1 des alarmistes et sceptiques n'est pas un quelconque programme positif, mais la préservation de la crédibilité, qu'il n'y ait pas d'échec et que personne ne puisse en profiter.
сохранение credibility. Это чтобы не было ошибки, чтобы никто не мог воспользоваться вашей ошибкой. Они считают, что на их стороне неограниченные ресурсы. То есть в любой кризисной ситуации они могут et croient disposer de ressources illimitées. C'est pourquoi dans toute situation de crise, ils feront monter les enjeux indéfiniment. Croyant avoir plus de ressources, ils pensent que c'est une stratégie sûre. И вы точно знаете, что вы выиграете, если у вашего соперника есть обязательства. Jouant aux cartes avec quelqu'un, vous êtes certain de gagner si votre rival est obligé de doubler à chaque partie. Si vous avez des ressources illimitées, vous gagnerez au moins une fois et obtiendrez le double de ce que vous avez perdu. Les mathématiques pures. Примерно так же. Их задача удержание своих позиций за счет задирания ставок. Leur tâche est donc de maintenir leur domination en faisant monter les enjeux, ce qui entre en conflit avec la trêve conclue par la secte avec la partie européenne de sa périphérie, parce que le principal intérêt de cette dernière est différent, que quelqu'un maintienne l'ordre. Элиты выросло на том, что мы сами были исторически не способны поддерживать порядок. Вот, наконец-то, научились поддерживать порядок вместе с американцами. Trois générations de l'élite européenne se souviennent qu'on s'était montré historiquement incapable de maintenir l'ordre. Maintenant qu'on a finalement appris à le faire avec l'aide des Américains, Dieu interdit qu'il y ait un nouveau désordre qui pourrait saper la prospérité et toutes les choses dont on est fier. Pour eux, l'ordre est plus important. Incapables de le maintenir et dépenser suffisamment pour la défense, ils comptent sur l'aide américaine et sont prêts à sacrifier beaucoup pour en bénéficier. Lorsque ce garant de l'ordre légèrement fait monter les enjeux pour gagner à la fin, cela signifie que oui, il obtiendra l'ordre, mais après avoir semé le chaos. C'est la principale divergence qui en résulte. Ce qui distingue la Turquie, c'est qu'elle dit « Nous sommes prêts à assurer notre sécurité nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN pour envoyer des troupes au Kurdistan, syrien ou irakien. Nous ne le discutons au Conseil de l'Atlantique Nord et ne demandons rien à personne, que ce soit des avions de transport ou des satellites américains. Nous y parvenons nous-mêmes. » Tandis que les Européens, à l'exception de la Grande-Bretagne, ne sont pas à même d'y parvenir qu'en mendiant auprès des États-Unis. Par conséquent, ils sont plus fidèles à cette secte que ceux qui sont capables d'atteindre leurs objectifs eux-mêmes. Это не вопрос целеполагания, это вопрос способности обеспечить свои цели самостоятельными действиями. La Grande-Bretagne se croit capable de manipuler les États-Unis, imposer son agenda aux Américains ou bien l'adapter à celui des États-Unis. Croyant les exploiter géopolitiquement, il n'a pas besoin d'agir de manière trop indépendante et aspirer à l'autosuffisance. Частично американцам или вписать свою повестку в американскую повестку и так далее. Поэтому они не переходят к самостоятельности, просто потому что они считают, что в конечном счете они эксплуатируют, ну, геополитически эксплуатируют Америку. Я немножко упрощенно говорю, но вот так. Мне кажется, это хорошее. Merci beaucoup. Peut-être que la Grande-Bretagne est en train de devenir le chef des alarmistes, dont plusieurs sont aux frontières russes, les pays baltes et scandinaves, la Pologne,
La Grande-Bretagne est l'initiatrice et le principal moteur de leurs efforts anti-russes. Après avoir subi une défaite stratégique en quittant l'UE et se privant de la possibilité de l'influencer de l'intérieur, elle se cherche activement un créneau qui lui permettrait de jouer un rôle encore plus important en dehors des alliances d'intégration. Il y a bien sûr un défi sérieux. Une nouvelle guerre des Malouines avec une victoire rapide et difficile à trouver, tandis que trop impliquée dans la crise ukrainienne, la Grande-Bretagne est désormais hors de sa catégorie de poids. Il est peu probable que cela passe sans conséquence pour elle. Maxime, il est évident que les ressources de politique étrangère diffèrent d'un membre de l'OTAN à l'autre. Ainsi, ils participent différemment à la crise ukrainienne. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie fournissent des armes et allouent des fonds. Le soutien britannique à Kiev est beaucoup plus considérable que celui de l'Allemagne et au Portugal. Les États-Unis, comme vous l'avez démontré, allouent des sommes absolument astronomiques. Une année de leur guerre en Afghanistan coûtait environ 40 milliards de dollars et maintenant ils allouent un montant comparable à l'Ukraine pour les 6 prochains mois. И Соединенные Штаты, которые, как вы верно заметили, совершенно астрономические суммы направляют. Один год ведения войны в Афганистане стоил Соединенным Штатам примерно 40 миллиардов долларов. Вот они сопоставимую сумму сейчас выделяют Украине на ближайшие полгода. То есть, скорее всего, осенью, если ситуация не разрешится. Il est fort probable qu'ils reviendront sur cette question en automne si la situation n'est pas résolue. Il est vrai que de ces 40 milliards, seulement 8 milliards sont pour acheter des armes et le reste pour relancer le complexe militaire industriel en reconstituant l'arsenal des armements déjà fournis par l'OTAN. Parlant des ressources allouées à cette confrontation, quel horizon temporel les États-Unis et leurs alliés otaniens envisagent-ils? Ces ressources sont-elles illimitées? Ceux qui pensent qu'on peut se permettre faire traîner la crise ukrainienne indéfiniment maintenant ce foyer de tension en Europe de l'Est à relativement bon marché, ont-ils raison? Ou bien la situation est plus compliquée et au contraire, leurs ressources étant sont limitées. Более сложная, и наоборот у них есть ограничения и ресурсные, и временные. Les ressources se subdivisent en ressources matérielles et immatérielles. En ce qui concerne les ressources matérielles, il est évident que les États-Unis comptent sur la domination du dollar, ainsi que leur avantage militaire technologique. Ориентируются на свое военно-технологическое преимущество, то, что они способны производить. Но это мы сейчас пока вот в отрыве от той ситуации, которая складывается в мире экономической, и в том, что касается перестройки всей системы цепочек добавленной стоимости, логистических, потому что все чаще внутри... C'est sans tenir compte de la situation économique émergente et de la reconstitution de la chaîne de valeur ajoutée et chaîne logistique, ce qui crée aux États-Unis un manque de matières premières pour produire des armes. Il est clair que les Américains trouveront une solution, mais cela prendra du temps. Quant à l'influence américaine sur les institutions financières et politiques internationales, leurs ressources matérielles ne valent pas grand-chose ici. Ce qui est plus important, c'est leurs ressources immatérielles. То, что недавно была статья в Foreign Affairs, Майкл Мазар, старший научный сотрудник корпорации РЭНД,
Dans un article récent paru dans Foreign Affairs, Michael Mazar, chercheur en chef à la Rand Corporation, a noté que la force de l'ordre institutionnel mondial, système conçu par les États-Unis, réside dans le fait que ses bénéficiaires immédiats sont les premiers à le défendre. Nous venons de discuter les divergences entre les États-Unis et les autres membres de l'OTAN. Pour l'Amérique, le plus important est le pouvoir, pour les autres, la sécurité, mais il n'est pas forcément nécessaire de leur envoyer des directives sur ce qu'il faut faire. Ils se jetteront au secours de l'ordre mondial existant parce qu'ils sont ses bénéficiaires. Peut-être que cela leur nuit, mais ils ne s'en rendent pas compte et ne connaissent pas d'autres voies. Il est très difficile de trouver une alternative. La Turquie est un bon exemple. Elle n'a pas acheté les S-400 russes qu'après le refus américain et chinois de lui livrer les systèmes analogiques et la technologie de leur production. À la fin, elle a obtenu ce qu'elle voulait en dehors du système américain-centrique. Pourquoi les États-Unis s'excitent-ils autant? Parce que le modèle de comportement que la Turquie établit ainsi est dangereux pour la domination américaine. Bien sûr, la Russie n'a pas les ressources nécessaires pour construire un système global alternatif, mais elle peut faire des choses concrètes. Et ainsi, le rapport de la communauté du renseignement américain présenté à Biden indique 3 domaines où elle menace les États-Unis, à savoir l'espace, le nucléaire et le cyberespace, et parle de la Russie comme l'un des 2 pays capables de formuler un récit politique alternatif et offrir des solutions diplomatiques alternatives dans presque tous les conflits régionaux. альтернативный американскому нарратив и предлагать альтернативные американским дипломатические решения практически в любом региональном конфликте. C'est l'autre pilier de l'influence américaine, la capacité à créer un récit politique dominant, être le premier à dire ce qu'il faut faire et prédéterminer ainsi les actions des autres. Кто-то делает по-другому и продвигает эту идею как стоящую. Вот мы часто говорим в условиях нынешней кампании, что там Россия проигрывает информационную войну, такое уже клише. On dit souvent que la Russie perd la guerre de l'information. Mais selon les estimations américaines, bien que dans le monde occidental, nos médias soient tous supprimés ou bannis, en dehors de cette communauté, en Inde ou Turquie par exemple, le récit russe influence vraiment la population locale. Il est donc impossible pour l'établissement américain d'effacer tout simplement ce que dit et fait la Russie dans ce cadre. В рамках этой политики. И это любопытно с точки зрения того, как вот этот ресурс, он Ainsi, cette ressource américaine est épuisable et pas si universelle comme autrefois. Mais il nous faudra bien sûr du temps et des efforts pour pouvoir la contrer. Merci. Le modus operandi de toutes les parties au conflit est maintenant tranchant et offensif. Il recourt à la force militaire ou sont sur le point de l'employer ou bien l'utilise de manière fantôme, hybride, menant des cyberopérations et des activités de renseignement. Вот мы сейчас наблюдаем, тем не менее, какие-то полутона в американском образе действия в отношении этого кризиса, ограничение поставки разведывательных данных. Aujourd'hui, nous constatons néanmoins des nuances dans la manière américaine de gérer cette crise. Les États-Unis prennent délibérément certaines mesures de désescalade qui pourraient être perçues comme un signal.
Par exemple, le moratoire sur les essais d'armes antisatellites ou le moratoire sur les essais du nouveau missile balistique intercontinental. Состоялся обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами впервые за Un échange de prisonniers, procédé classique de la guerre froide, a eu lieu entre la Russie et les États-Unis pour la première fois depuis plus de 20 ans. И вот здесь, Иван Алексеевич, мы видим в этом образе действия Соединенных Штатов и НАТО в отношении этого кризиса тоже какие-то полутона. Как вот на предыдущей встрече Николай Силаев, предложив блестящий совершенно анализ вот этого дипломатического тупика, в котором оказались Минские соглашения, он резюмировал... Lors de la réunion précédente, Nikolai Silaev a offert une brillante analyse de l'impasse diplomatique des accords de Minsk. Il a résumé les conférences par faire remarquer que la principale force de la diplomatie ukrainienne est l'absence totale de honte. Les Ukrainiens rejettent de manière absolument éhontée tout accord qu'on avait conclu avec eux. Sous cet angle, pouvons-nous considérer les États-Unis comme un pays qui respecte les règles et espérer un règlement équitable et un nouveau système de sécurité européen stable à la suite de cette crise? Ou est-ce au contraire un jeu sans règles où on échange des coups de plus en plus sensibles? Я думаю, что многие у нас считают так, как вы обозначили в первом варианте, что обострение, но в целом американцы договороспособны. Malgré l'escalade actuelle, plusieurs d'entre nous semblent croire qu'on peut négocier avec les Américains. J'ajouterais que c'est plutôt les alarmistes avec qui on peut négocier. Les sceptiques tenteront jusqu'au bout de rapprocher notre déclin, le faire entrer dans sa phase finale, tandis que les alarmistes pourraient être effrayés en constatant à un moment donné notre renforcement, au point d'appeler au secours les réalistes pour négocier avant que la situation ne s'aggrave. Понимаю аргументы, которые стоят за такой версией, что можно выйти через эскалацию на договоренностях. Но, с моей точки зрения, в процессе этой эскалации происходит что-то, что этот вариант закрывает. Вот сейчас Соединенные Штаты нарушают очень, с моей точки зрения, Mais une chose se passe maintenant qui exclut cette option. Les États-Unis sont en train de briser le tabou fondamental non codifié de l'après-guerre froide. Мы не участвуем непосредственно в убийстве друг друга. Вот холодная война, разные региональные части холодной войны, это все было, если говорить современным языком, прокси-войны. Мы там посылаем куда-нибудь оружие и советников, чтобы американцев убивали. Lors de la guerre froide, il y avait des guerres par procuration. On envoyait des armes et conseillers pour faire tuer des Américains, tandis que les Américains envoyaient des armes et conseillers dans une autre région pour faire tuer les Soviétiques. Et en même temps, on se prémenait pour que les choses n'aillent pas jusqu'à la guerre nucléaire. Но после этого мы нигде друг друга напрямую, вернее, даже вот так опосредованно через поставки оружия мы не убивали. Бывали случаи, когда американцы симпатизировали тех, кто... Après cela, un tabou s'est installé. On ne faisait plus tuer l'adversaire, même indirectement. Bien que les Américains sympathisent parfois avec ceux qui tuent les militaires russes dans des conflits régionaux, même si les autorités officielles essayent généralement d'en prendre leur distance. C'était notamment le cas avec les terroristes tchétchènes. Это было лето, по-моему, 2020 года, когда в Америке появилась история про то, что Россия якобы
Il y a 2 ans, une histoire est apparue qui prétendait que la Russie payait les talibans pour tuer des soldats américains. Elle a fait tant de bruit en Amérique. On disait que c'était une violation du tabou, que c'était inacceptable. Нарушение там табу, что это, это просто неприемлемо и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что это был справедливый шквал, потому что я считаю, что реальное было табу в наших отношениях. Другое дело, что за Je pense que cette réaction était juste parce que c'était vraiment un tabou dans nos relations. Qu'il n'y avait aucune base factuelle derrière ce compte, c'est autre chose. Même les services de renseignement américains ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas d'où les médias tenaient cette information et ne l'ont pas confirmée. Мы не подтверждаем этого, у нас нет этому подтверждений. Это было очень четкое проявление того, что все понимали, что это табу. Что так, нельзя этого делать. Мы видим, что на Украине... C'était donc une démonstration claire que c'était un tabou. Mais en Ukraine, les Américains l'ont brisé et en sont même fiers. Leurs armes arrivent et tuent les soldats et alliés russes. С одной стороны, непосредственно российских военнослужащих, с другой стороны, союзников России. И еще постоянно есть вот эта висящая такая вероятность того, что может быть оружие, которое даст возможность... Il est aussi possible que ces armements permettent à l'Ukraine de frapper en dehors de son territoire, c'est-à-dire frapper le territoire russe, au lieu de tuer quelqu'un sur le champ de bataille, au niveau tactique. Cette violation cardinale du tabou exclut aucun arrangement de l'ancienne modalité dans nos relations. S'ils nous tuent, nous ne pouvons pas tout simplement nous asseoir à la table des négociations sans réserver le droit de faire la même chose. Мы не можем просто сесть за стол переговоров, не оставляя за собой опцию делать нечто подобное. Это не значит мстить, да? Это значит, что... Il ne s'agit pas de venger ici, seulement de se débarrasser d'une des contraintes qui existent pour la réalisation de nos intérêts. И в этом... Ivan, voyez-vous une différence qualitative entre la livraison de Stinger aux Moudjahidines ou d'armes soviétiques au Vietnam, d'une part, et la participation de pilotes soviétiques à la guerre de Corée, de l'autre? Si c'est la même chose, alors pourquoi considère-t-on la livraison d'armement à l'Ukraine comme un rejet si radical du statu quo, si même pendant la crise des Caraïbes, par exemple, l'armée soviétique a frappé au moins un avion américain et a tiré sur plusieurs autres, et il y a eu quelques morts? Quelle est la différence qualitative ici, où voyez-vous simplement un retour à l'ancienne pratique, une brusque rupture avec la norme de ces 30 années? Первое, да, это выход из нормы последних 30 C'est plutôt une rupture avec la norme. Mais je suis sûre que les Américains ne pensent même pas être traités de la même manière. Ils croient ce tabou s'appliquait toujours à eux. Даже мысли не допускают, что они могут получить подобное в ответ. Они считают, что в отношении них это табу продолжает действовать. И поэтому, если в отношении них что-то такое произойдет, я вас уверяю, они сойдут с ума. Donc, si quelque chose comme ça leur arrive, je vous assure qu'ils s'affoleront et n'accepteront aucun accord. La guerre froide, malgré tous ses défauts, était une chose assez symétrique. Bien que nous nous grondions, nous nous reconnaissions ce droit d'agir de manière symétrique. Bien sûr que j'ai raison et tu as tort, mais je ne m'affole pas parce que tu m'as fait ce que je t'avais fait.
от того, что ты сделал в отношении меня, то же, что я сделал в отношении тебя. В этом смысле мы, конечно, мы не признавали легитимность конечных целей друг друга. C'est-à-dire, nous ne reconnaissions pas la légitimité des objectifs de l'autre et menions ici une lutte irréconciliable. Mais les professionnels qui le feraient étaient honnêtes les uns envers les autres. То есть, если там, я не знаю, с кем-то что-то произошло, ну, было понятно, что будет ответное, и не надо, значит, завышать ставки, и надо это принять. Si quelque chose arrivait, il était clair qu'il y aurait une riposte. Il ne restait que l'accepter. Mais maintenant, les États-Unis ne sont pas prêts à accepter cette symétrie. Ils croient que c'est une rue à sens unique. Перед нами станет вопрос, ведь мы же верим в том, что Соединенные Штаты могут пойти на какие-то договоренности только... Il me semble qu'une question surgit ici. Nous croyons que les États-Unis ne peuvent accepter aucun arrangement qu'à condition des actions plus ou moins symétriques. Или высказывание президента Путина на Совбе, это был не Совбез, а это была коллегия МИД ноября прошлого года, где он сказал, что вот держите напряжение. Vous avez évoqué les paroles de Rabkov. Ou encore, en novembre dernier, Poutine a déclaré au Conseil du ministère des Affaires étrangères qu'il faut maintenir des relations tendues avec l'Occident. Pour parvenir à un accord avec ce dernier, nous avons besoin de symétrie, c'est-à-dire il faut qu'il reconnaisse notre droit de faire les mêmes choses qu'il nous fait. Я в этом уверен. Не знаю, может быть, вы скажете, что это не так. И я точно, и я считаю, что они не они, если мы попытаемся делать в отношении них где-то. Mais les Américains ne le reconnaissent certainement pas en ce moment. Si nous essayons de leur faire ce qu'ils nous font maintenant en Ukraine, ils tout simplement se dérailleront. Ils se lanceront dans une escalade effrénée nous déclarant un État voyou avec qui il n'est pas possible de négocier. C'est pourquoi je pense que la conclusion d'aucun accord n'est possible, ou plutôt très entravée en ce moment, parce qu'on ne peut parvenir à ces accords qu'après une concession préalable. Mais notre position est qu'une telle concession est impossible et qu'il faut négocier sur un pied d'égalité. Ai-je répondu à votre question? Я ответил на ваш вопрос? Может быть, немножко путано? Нет, я думаю, что вы не только ответили, но подводите нас к довольно тревожному и интеллектуально некомфортному ощущению. Non seulement vous avez répondu, mais inspiré le sentiment d'inconfort intellectuel assez troublant de septembre 1962, quand la crise des Caraïbes était à quelques semaines. De ce point de vue, tous les préparatifs pour le déploiement de missiles soviétiques à Cuba sont déjà terminés, mais on ne sait pas au juste comment cela va finir. Cette période de la guerre froide est l'une des plus aiguës, c'est la veille du jour quand on a compris que l'annihilation mutuelle serait garantie et que les missiles soviétiques avaient exactement le même temps de vol vers les principales villes des États-Unis que les missiles américains. И в отсутствии прямого телефонного сообщения между Москвой и Вашингтоном в тот момент, в отсутствии точной информации о намерениях другой стороны, вот все происходящее вокруг Кубы в тот момент, это была одна такая сплошная лаборатория внешней политики. Faute de téléphone rouge et d'informations précises sur les intentions de l'adversaire, Cuba, à ce moment-là, servait d'un laboratoire de politique étrangère et nouvel ordre mondial. Métaphoriquement parlant, le capitaine du navire politique américain ne savait pas clairement quelles étaient les directives du capitaine du navire soviétique.
Manœuvrant l'un autour de l'autre, ils s'efforçaient de l'établir. Est-ce qu'on tire tout de suite ou d'abord des coups de sémence? Tire-t-on sur nos avions ou prend-on simplement des photos? Cette suspense a produit l'effet décisif sur l'opinion publique américaine et soviétique pendant quelques semaines, montrant clairement à tous que cette stratégie du bord de l'abîme était une politique déstabilisatrice impossible dans le nouvel environnement international. Bien qu'il y ait de deux côtés de nombreux acteurs prêts à prendre des mesures drastiques. Par exemple, Fidel Castro, le leader cubain, qui disait ouvertement que si le triomphe mondial du socialisme exigeait la mort de plusieurs millions de Cubains, on était prêt à se sacrifier. Вот. И вот этот формирующий опыт, который на самом деле потом несколько десятилетий был рубежным для... Cette expérience formatrice a marqué plusieurs générations de militaires et diplomates et a rendu possible une série d'accords sur la limitation des armements offensifs stratégiques et l'interdiction des essais nucléaires, et puis la détente. On s'attend donc à une crise pareille qui mettra fin à la phase aiguë de la confrontation avec les États-Unis. Votre opinion que Washington n'y est pas préparé maintenant et passerait immédiatement à une escalade semble crédible, mais tout dépend du tempo de cette escalade. Происходить, если она будет относительно растянутой по времени и позволит американской публике к этому подготовиться. Si elle est étalée dans le temps et permet au public américain de s'y préparer, alors les alarmistes seront à l'avant-garde du débat et peu à peu les réalistes pourront s'exprimer aussi. Maintenant déjà, nous voyons les médias américains et les experts raisonnables observer que ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire fournir des renseignements pour vaincre des vaisseaux améraux russes ou contribuer à liquider des militaires de haut rang, est un glissement vers la guerre nucléaire. Tous considèrent cette escalade comme phénomène incontestablement négatif, une politique à haut risque qui n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. Cela provoque déjà des scandales au sein de l'establishment américain. Il semble que nous entrons dans l'étape de développement des relations internationales où nous déclarerons avec consternation que les relations internationales en tant que science ne sont pas aussi parfaites que la physique et la chimie. On ne peut pas élaborer une axiome ici et l'appliquer ensuite aux événements actuels. En chimie, par exemple, on peut extraire en laboratoire un élément chimique, l'utiliser pour créer un matériau et en faire une aile composite. Et voilà, l'avion vole et on peut utiliser cet élément tout le temps à l'avenir. Je reconnais qu'intellectuellement, émotionnellement et moralement, nous ne sommes pas prêts à une désescalade. Mais semble-t-il, la nature humaine s'aggrave avant de s'améliorer. Je le constate avec appréhension. Ma dernière question aux intervenants concerne l'horizon à long terme de la situation actuelle, la planification stratégique des deux principaux acteurs, les États-Unis et les pays de l'OTAN. Les premiers sont plus ou moins éloignés de l'épicentre conflictuel et pourraient en principe maintenir ces tensions pendant longtemps, sans en subir les effets négatifs. Les Européens, au contraire, y sont très proches et en souffrent directement. Pour les États-Unis, la crise ukrainienne est un moyen d'affaiblir l'UE en tant qu'unité autonome. L'argent européen afflue sur le marché américain à la recherche d'un refuge sûr. Les restrictions sur les ressources énergétiques russes augmentent l'inflation ainsi que sapent les perspectives électorales des gouvernements actuels en Europe.
Globalement, on crée beaucoup plus de difficultés pour l'Europe que pour les États-Unis. Ne rend-il pas la tolérance de cette crise différente en termes de temps pour les États-Unis et le temps? Да, действительно, уровень терпимости может быть не одинаковым здесь. Я вот, отталкиваясь от того, о чем рассуждал Иван Алексеевич, хотел, и вот о чем вы тоже, Андрей Андреевич, сказали. Oui, peut-être que le niveau de tolérance n'est pas le même ici. Il me semble que les deux parties, Moscou comme Washington, comprennent qu'il serait inacceptable d'arriver au bord de la guerre nucléaire. Cela n'exclut pas que nous éclussions peu à peu à cause des actions dont Ivan vient de parler. Mais il y a un aspect particulier dans cette logique, car pendant un certain temps, on croyait admissible de détruire le personnel ennemi s'il faisait partie d'une société militaire privée. Потому что некоторое время считалось, что в принципе можно уничтожать живую силу противника, если только эта категория живой силы, их там нет, типа ЧВК. И, собственно, важный сюжет, о котором послевоенный, относительно недавно уже в Сирии, да, вот это предполагаемое убийство крупной группировки российских. On en parlait beaucoup après la guerre en Syrie, où un nombre important de mercenaires russes a été tué, comme le suggèrent les services américains, mais on tâche toujours de très vite étouffer l'affaire. Но это была некая такая серая зона. Вот мне в этом смысле интересно посмотреть на реакцию американских СМИ, потому что вчера была такая относительно свежая информация. Mais c'était tout de même une zone grise, et en ce sens, il serait intéressant d'observer la réaction des médias américains, car hier, on a fait état de la liquidation de 4 mercenaires américains en Ukraine. La question est de savoir si cette information parviendra aux médias américains et s'il sera utilisé pour faire pression sur Biden. Il semble cependant que bien que l'ancien tabou soit brisé, une certaine ligne rouge est toujours respectée. Ainsi, les Américains déclarent qu'il n'y a aucune chance qu'une guerre nucléaire se produise, essayent de signer des papiers disant que la guerre nucléaire est inacceptable, qu'il n'y a pas de gagnant, et ainsi de suite. Autrefois, on parlait beaucoup de la fin de la guerre conventionnelle qui cède sa place à la cyberguerre. Cela ne s'est pas produit. Tous ces scénarios catastrophiques lorsque les systèmes de drainage ou les feux de signalisation d'une mégapole sont désactivés ne se réalisent pas. Bien qu'il y ait des cyberattaques, il n'y a pas de vraie cyberguerre. Ou du moins, il n'a pas encore atteint l'ampleur suffisante pour qu'on en parle beaucoup. On dit que les Américains communiquent des renseignements aux Ukrainiens, mais que faire? Abattre leurs satellites pour qu'ils ne les transmettent plus. Tandis que les Américains, ils prétendent que ce n'est pas vrai. William Burns, le directeur de la CIA, dit qu'il ne faut en parler, que c'est de la folie et on étouffe l'affaire. Tout cela ressemble à une stratégie d'attrition, comme si l'on disait « nous avons beaucoup de ressources, voyons qui tiendra le plus longtemps ». Ce qui est intéressant ici, c'est que lors de la guerre froide et la crise des Caraïbes et maintenant, les présidents américains agissent selon 3 logiques, celle du commandant en chef, bureaucrate et homme politique. C'est ainsi que Kennedy agissait et c'est ainsi que Biden agit maintenant. En tant que commandant en chef, il doit maintenant montrer qu'il aide ses alliés et se bat fermement contre la Russie. En tant que bureaucrate, il montre comment il peut l'organiser, obtenir de l'argent du Congrès et ainsi de suite. En tant que politicien, il doit penser se faire réélire, lui et son parti, ce qui est bien douteux en ce moment, parce que ce qui se passe est une déviation considérable du programme qu'il avait présenté à son arrivée au pouvoir.
Son slogan électoral comprenait les 3 C, coronavirus, climat et Chine. À cela se sont ajoutées 2 lettres qui ne s'inscrivaient pas dans cette belle devise: l'inflation et la migration. Ces sujets préoccupent le plus les Américains et avec les deux, il y a de gros problèmes. Les républicains tentaient de jouer sur eux en disant: pourquoi allouons-nous tant d'argent à l'Ukraine alors que nous avons nous-mêmes tant de problèmes? Dire que c'est la faute de Poutine, ça ne marche pas. Même sans du Parti démocrate, la ligne politique du président soulève beaucoup de questions. On ne comprend pas comment fonctionne la communication stratégique dans l'administration Biden, pourquoi il va dans l'Iowa. Oui, c'est clair que pour visiter l'entreprise qui fabrique des javelines, mais c'est quand même un État où on a des besoins autres qu'entendre parler de ce qui est nécessaire et que la politique étrangère actuelle est bénéfique pour la classe moyenne américaine. Il est difficile de vendre ce conte. Les Américains se soucient bien plus de savoir avec quel argent on mettra de l'essence dans ces 3 voitures et paiera son hypothèque. Donc ici, je ne sais pas dans quelle mesure cette stratégie d'attrition est valable. Elle va à l'encontre de la logique d'agir des politiciens américains déterminés par des cycles électoraux qui commencent au lendemain de l'élection. À l'issue de l'élection de mi-mandat, les démocrates perdront de toute évidence une chambre. Les républicains arriveront au pouvoir. Il est peu probable qu'ils soient plus bienveillants, mais certaines transformations internes se déclencheront probablement. Et même si, nonobstant les cycles électoraux ont réussi à maintenir le cadre commun de la politique étrangère, l'élection présidentielle de 2024 se dessine déjà à l'horizon. Следующее крупное событие – это президентские выборы 2024 года. Мы еще не знаем, чего там Дональд Трамп удумал. Соберется он или избираться, или не соберется. А про будущее европейских политик я согласен, здесь кто-то из наших коллег выдвигал тезис, что Макрон… Quant aux perspectives des politiciens européens, il semble que Macron est le dernier d'entre eux à être réélu. Tous les autres ont peu de chance dans le climat politique actuel. Donc la question si la ressource de temps joue en leur faveur est très équivoque. Иван Алексеевич, к вам тот же вопрос, может быть, со следующим акцентом. Каждая сторона этого кризиса, и мы, и Соединенные Штаты, и даже по ряду причин украинцы считают, что временно их... Ivan, la même question à vous. Chacune des parties au conflit actuel, la Russie, les États-Unis et même l'Ukraine, pense que le temps joue en sa faveur, qu'en général la situation évolue selon ses plans et croit entraîner son adversaire dans les événements auxquels elle est le mieux préparée. Maxime a fait un nombre d'observations qui justifient en général la vision russe du déroulement lent de cette opération. Absence du besoin d'augmenter considérablement des contingents militaires, une avancée progressive et méthodique avec la réduction à néant des forces armées ukrainiennes qui est accompagnée d'une réorganisation des relations économiques avec les principaux consommateurs de ressources russes qui aura probablement les conséquences les plus persistantes pour l'économie mondiale. Dans quelques années, on ne s'intéressera plus guère au tracé des frontières ukrainiennes, mais tous les pays seront parfaitement bien et procéderont en premier lieu de la part du dollar américain dans les réserves de change mondiales. En second lieu, ils sauront avec quelle monnaie spécifique ils achètent les ressources dont ils ont besoin. Et en troisième lieu, qui exactement est perçu comme le vainqueur dans cette crise. Qu'en pensez-vous? Si vous permettez, je vais revenir un peu en arrière. Les exemples que Maxime a cités sont ceux de déconfliction, non pas d'une escalade, mais plutôt d'une tentative de tout régler.
большая разница в том, как это делается. А одно дело, когда вы не идете на следующий этап Il y a une эскалации, grande différence entre les manières d'y parvenir. Ne pas passer à la prochaine étape de l'escalade pour que l'équilibre des forces s'établisse, c'est une chose. C'est ce qu'on entend typiquement par modération, la capacité de parvenir à l'équilibre des forces sans recourir à de mesures de rétorsion importantes. Другой, может быть, случай, когда у вас есть основное направление соревнования, а такое побочное соревнование может иметь катастрофические последствия. L'autre chose, c'est quand on a une confrontation principale, tandis que celle collatérale pourrait avoir des conséquences désastreuses. Et on ne force pas cette voie, parce qu'on veut remporter la première. Par exemple, on ne voulait pas résoudre l'affrontement soviéto-américain par une guerre nucléaire parce que les deux parties croyaient qu'elles gagneraient sur le front principal. Mais les Américains ne font ni l'un ni l'autre maintenant. Ce qu'ils font passer pour de la déconfliction et modération est une tentative d'obtenir le droit de faire en toute impunité ce qu'ils veulent, en brisant le lien de causalité et éliminant ainsi les motifs de représailles. Давайте ограничим помощь. Там был элемент «не хвастайтесь этим», да, вот помогаем, и нечего это выпячивать. Значит, давайте найдем источник утечек и так далее. То есть это попытка разорвать причинно-следственную связь. То есть убрать претекст, поводы для то, что называется ответок. Вот что это такое. Это очень специфический деконфликтинг. Это деконфликтинг такого рода, который, с моей точки зрения, подтверждает именно... C'est une déconfliction très particulière. Cette déconfliction, de mon point de vue, confirme le fait qu'ils ne reconnaissent pas notre droit de faire les mêmes choses qu'eux. Это означает фундаментальное отсутствие базы для договоренности. Потому что вот они фундаментально не признают равноправие. Cela signifie qu'il y a un manque fondamental de base pour les accords. Parce que les Américains ne reconnaissent pas l'égalité des parties au conflit. Il est clair qu'ils ne feront que nous critiquer de manière propagandiste, quoi que nous fassions. Потому что мы сами снесли голову 2 недели назад. Все, дальше голову сносить друг другу не будем, и все будут живы, потом будем всех менять. Ну или что-то такое. Или там, мы вашего советника там поймали, а вы нашего советника в другом конфликте поймали. Поэтому вот они такой деконфликтинг ведут, который не создает вот той самой базы для выхода на фиксацию баланса сил или реальную деэскалацию для договоренности. Они ищут для себя очень удобную... Leur déconfliction ne crée pas de base ni pour l'équilibre des forces, ni une vraie désescalade pour parvenir à des accords. Ils pensent avoir trouvé un créneau très confortable et veulent le conserver. Ils ont les mains libres tandis que nous n'avons aucun motif officiel pour passer à l'escalade, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, en assurant officiellement ne faire rien. Вот вы приводили действительно справедливый пример, что у нас вот то табу, о котором я говорил, не убивать друг друга, оно не распространялось на частные военные компании и на наемников. Il s'agit donc d'une tentative d'échapper à toute responsabilité. Vous avez dit que ce tabou dont je viens de parler ne s'applique pas aux sociétés militaires privées, comme si on n'était pas responsable de ce qu'elles font. Les États-Unis tentent de faire appliquer cette règle à leur participation indirecte mais assez intense au conflit actuel, pour porter le niveau de responsabilité d'une société privée, et non pas un État.
просто какой-нибудь частный фонд, да, или ЧВК, или что-то такое. Вот что они пытаются сделать. Они пытаются сохранить разрыв между реальными действиями и ответственностью за них. Мы не можем позволить это делать. Et tente de maintenir l'écart entre l'action réelle et la responsabilité. Et nous ne pouvons pas évidemment le permettre. En ce qui concerne l'horizon temporel, il est clair que la phase active de la lutte géopolitique se mesure en mois et son résultat fixera le calendrier de la phase non intensive du conflit qui la suivra. Итоги активной фазы геополитического конфликта зададут временные рамки для такой вот неинтенсивной фазы конфликта. Понятно, что после интенсивной фазы будет еще какая-то вот неинтенсивная фаза. Вот посмотрим, какие для нее будут рамки. Это будет ясно по итогам интенсивной фазы. Но с моей точки зрения важно вот что помимо géopolitiquement измерения. Voyons donc quel en sera l'horizon temporel. Ce qui me semble important, c'est qu'en plus de la dimension géopolitique, ce conflit a atteint celle géoéconomique. Parce que les États-Unis et leurs alliés ont tenté de remporter la confrontation géopolitique par une pression massive de sanctions. Новую фазу конфликта, причем уже не регионального, а глобального. Это геополитическая. Au lieu de mettre ainsi un terme à la phase géopolitique du conflit, ils en ont entamé une autre. Elle n'est plus régionale mais mondiale. Désormais, c'est une lutte à très long terme. On verra quelle en sera l'intensité. Mais pourquoi est-ce une lutte à long terme? Les États-Unis n'ont pas pu convaincre la moitié de l'économie mondiale d'imposer les sanctions. И это, конечно, крах американской дипломатии. Я обращаю внимание всех на то, сколько стран проголосовали против нас на Генассамблее. C'est un échec colossal de la diplomatie américaine. Remarquez le nombre de pays qui ont voté en faveur de la résolution sur l'Ukraine à l'Assemblée générale des Nations unies. En fait, ils ont tous voté contre nous parce qu'il s'agit fondamentalement d'un vote sur le conflit Russie-Ukraine. Ce vote a été peu agréable pour nous. Это уже нельзя считать российско-украинским конфликтом. Это вопрос глобальный, геоэкономический. Это вопрос уже вот конфликта России. Mais les sanctions, ce n'est plus le conflit Russie-Ukraine. C'est une question géoéconomique globale. C'est le conflit Russie-Occident. Ici, au lieu d'une résolution, il y a l'imposition ou la non-imposition de sanctions. Sous cet angle, la moitié des pays n'ont pas imposé de sanctions. Si l'on regarde le nombre de pays, c'est plus de la moitié. Si l'on regarde aussi la population, c'est plus de la moitié. Et si l'on regarde la taille du PIB mondial, la moitié. Nous avons donc deux conflits en cours en même temps. Un conflit géopolitique régional avec quelques retombées mondiales et un gros conflit géoéconomique qui durera très longtemps. De mon point de vue, ce qui s'est passé est irréversible. И вот это надолго. Это очень надолго. С моей точки зрения, это уже вот то, что произошло, это не отыгрываемо. Прежде всего, потому что Китай очень сильно изменил свою позицию. Я напомню, что буквально 3 года назад, еще 3, да, вот, нет, 4 уже, в 17 или 18 году Си выступал на Давосе как такой белый рыцарь глобализации. Мы, значит, из падающих американских рук Трампа перехватим там флаг глобализации и так далее, и так далее, и так далее. Китай с тех пор очень сильно изменился, и нынешние события форсируют изменение его позиции. И здесь, я прошу прощения, я хочу завершить на такой довольно заумной ноте. Excusez-moi, mais je voudrais terminer sur une note plutôt abstruse.
Dans le monde d'aujourd'hui, la principale contradiction est celle entre la sécurité et la souveraineté, ainsi qu'entre le développement et le bien-être matériel. А с другой стороны, благополучием и развитием. Ну, то есть материальным благополучием и материальным развитием. Мы долго были уверены в том, что вот между этим есть какой-то синтез. Мы приходим к тому, что между этим нет никакого синтеза. Nous avons longtemps cru qu'il existe une sorte de synthèse entre les deux, mais il s'avère qu'il n'y en a pas. L'Occident place la Russie, Chine, Inde et beaucoup d'autres pays non occidentaux devant le choix suivant. Soit vous restez vous-même, mais nous vous coupons du système matériel mondial, soit vous conservez les sources externes de la croissance économique, mais abandonnez votre orgueil et vos ambitions. Хотите сохранять источники внешнего экономического роста за счет подключения к материальной глобализации, ну тогда свое эго и свои амбиции уберите куда подальше. Вот долгое время мы находились, и мы, и Китай, и все остальные, мы находились как бы в этой дилемме. Мы считали, ну хорошо, мы будем в этой дилемме, ну что-то там выбирать, да, какой-то искать для себя приемлемый баланс. Nous avons été pendant longtemps confrontés à ce dilemme. Il se durcissait, il nous devenait de plus en plus difficile de trouver un équilibre, mais nous nous efforcions honnêtement à le faire. Mais maintenant, dans la phase géoéconomique du conflit, de nombreux pays refusent de faire ce choix. Cela vaut aussi bien pour nous que pour la Chine. Nous disons, arrêtez, nous n'allons pas faire le choix dans ce dilemme. Si votre théorie ne peut concilier tout cela, nous le ferons nous-mêmes, en proposant de nouvelles visions du monde. Отказывались это делать. Это выглядело, вот я согласен, раньше Максим Александрович говорил, что вот начинается какой-то процесс цепной реакции. Когда мы были одни, вроде как мы были против всемирного хода истории. Когда такой же выбор отказывается делать Китай. Alors que nous étions les seuls à refuser, c'était comme si nous allions à l'encontre du cours de l'histoire mondiale. Maintenant que ce choix est rejeté par la Chine et sous une forme plus douce par l'Inde, nous trouverons une issue. C'est une tâche qui comporte de nombreux inconnus, personne ne sait comment s'y prendre. Mais c'est déjà un rejet de principe, des règles très fondamentales de la vision du monde que nous respections autrefois. Et il n'y a aucun moyen de nous y contraindre. Métaphoriquement parlant, Aquila a déjà raté son gibier et perdu sa crédibilité. Il nous a offert le choix que nous et les Chinois avons refusé de faire. La phase géopolitique prendra tout simplement fin et servira d'indicateur objectif de qui a réussi quoi dans le conflit actuel. Mais changer les modèles de croissance économique, savoir se positionner dans le monde, apporter une nouvelle vision de la protection de la souveraineté en accord avec nos propres visions du bien-être et développement matériel, c'est ici qu'il faudra innover. Приведение собственных представлений о безопасности и суверенитета в соответствие с какими-то собственными представлениями о материальном благополучии и развитии. Mais les Européens seront obligés de le faire aussi, car les difficultés économiques auxquelles ils font face ne seront pas sans conséquences politiques.
экономические трудности, с которыми они сталкиваются, они не останутся без последствий для политической сферы тоже. Буквально одно предложение скажу, что мне кажется, что исход... J'ajouterai également que l'issue de la crise géopolitique et géoéconomique dépend davantage des moyennes puissances et celles non occidentales. Nous comprenons à peu près ce que les Occidentaux vont faire. Мы примерно понимаем. И какие весы над свою чашу весов они будут ложить, мы тоже примерно понимаем. А от позиции того же там Китая, Индии, Саудовской Аравии... Tandis que la prochaine transformation géoéconomique et géopolitique du monde dépend largement de la Chine, Inde, Turquie et Arabie saoudite. C'est pour eux qu'on lutte. Et c'est aussi un présage du monde polycentrique. Наступающего полицентричного мира. Мои ожидания полностью оправдались в отношении этой дискуссии. Почти 2 часа, и я, конечно, получил огромное интеллектуальное удовольствие. Merci beaucoup, j'ai énormément apprécié ce débat. Nous avons presque épuisé tout l'ordre du jour. Почти 2 часа. Мне кажется, мы почти исчерпали всю повестку дня. Je voudrais remercier les participants de cette réunion ainsi que inviter tous à la prochaine. Спикеров и эти вопросы им задать. Но пока от вашего лица я хотел бы поблагодарить участников этой сессии и всех вас пригласить на следующую сессию, которая состоится в среду. С лекцией будет выступать Евгений Николаевич Минченко, рассказывая об информационном срезе украинского кризиса. Максим Александрович, Иван Алексеевич, Merci beaucoup pour большое cette за discussion. замечательную дискуссию.